À situation désespérée, la croisée de l'épieur avait cédé à la folie, une infection qui menaçait bientôt la cité naissante de Vert-de-Gris. Les mange-chers de la cour du Choran étaient en marche et répandaient la démence de leur infâme monarque. Mais les éophores épuisés ne combattaient pas seuls, car des alliés inattendus allaient arriver. Vandis se débattit dans la prise de sa ravisseuse, mais lorsqu'il se tortilla pour la regarder, il fut surpris de découvrir qu'il avait été sauvé par une elfe. Pas une gracieuse luminette, mais une étrange créature aux longs cheveux et aux ailes de plumes noires. Ils volèrent pendant des heures, en silence, car Vandis était trop secoué pour ne serait-ce que lui demander son nom. Soudain, il fut relâché. Il cria en tombant, mais atterrit sans heurts sur de la mousse détrempée. Il se releva et se tourna pour voir la carcasse en construction de Vert-de-Gris. Sa sauveteuse descendit pour atterrir agilement à côté de lui, s'appuyant sur un bâton en forme de rune anguleuse. Elle portait un diadème qui, avec ses cheveux blancs, cachait ses traits. Repérés par les sentinelles, le sous-maréchal et sa sauveteuse furent conduits dans la tente de commandement de la nouvelle cité, où la maréchale Issilla Torian les attendait. Incertaine quant à l'attitude à adopter, elle étudia l'elfe ailé, qui se présenta comme Crétousa, une prophétresse du culte de Cain. Cet aveu suscita force murmures chez les présents, car les elfes guerrières de Morathi étaient vues au mieux comme changeantes et au pire comme des traîtresses. Ignorant cette réaction, Crétousa expliqua qu'elle était une alliée de la croisade de la comète. Elle avait été envoyée depuis Amerol Akshar pour les sauver de la malédiction à laquelle Neswaith et ses citoyens avaient succombé et qui menaçait désormais Vert-de-Gris. Vandis raconta avec hésitation son horrible expérience au barrage du Voril et la mort de ses soldats. Crétousa expliqua que ses guerriers étaient proches, mais que si le désastre devait être empêché, l'armée de Vert-de-Gris devait se hâter de se rendre au barrage de Neswaith. L'elfe expliqua que l'édifice devait être abattu, ou il répandrait l'infamie du Choran dans la colonie sigmarite. Sans hésitation, Torian ordonna à ses subordonnés de sonner l'appel au combat. Elle attaquerait le barrage de Neswaith avec l'essentiel de ses forces et toute l'artillerie lourde qui lui restait, assez pour réduire cette maudite construction en tas de gravats. Mesure désespérée. Torian choisit ses bataillons les plus frais et les plus mobiles pour l'accompagner, car la vitesse était cruciale et il ne fallait pas laisser Vert-de-Gris sans défense dans son état actuel vulnérable. L'armée se mit en marche avant le lever de Ish. Les fantassins piétinaient de nouveau le long des routes qu'ils avaient arpentées il y avait quelques jours à peine. De lourds canons furent tirés sur des chariots brinque-ballants, tandis que les cavaliers des guildes franches galopaient en tête pour servir d'éclaireurs. C'était une entreprise éreintante. Le rythme demandé par Torian prit son tribut sur la force de combat de ses soldats. Néanmoins, les croisés ne faillirent pas à leur maréchal bien-aimé. En seulement quelques jours, ils avaient atteint la vallée du Voril et un bourbier pentu de marais qui était jadis un fleuve puissant. Devant eux se dressait le barrage lui-même, mais ce n'était pas sa taille colossale qui emplit les éophores de terreur. Un terrible comité d'accueil les attendait. L'horrible et grouillante infanterie de l'ennemi emplissait la vallée d'un côté à l'autre, et une parodie grotesque de cavalerie ailée bondit depuis les flancs dès qu'elle aperçut ses proies. Le barrage cadavéreux.
La bataille du barrage de Voril promettait d'être un moment décisif pour les croisés de Ghiran qui savaient qu'en cas d'échec, leur cité naissante succomberait bientôt à la folie et à la mort. Ils résistèrent vaillamment à l'assaut des sbires de Neswaith, alors que les mange-chairs menaçaient de les submerger. La maréchale Thoriane étudia la terrible scène qui se présentait à elle. De la fumée de canon et une brume écarlate donnaient au champ de bataille un aspect infernal. Des hordes de mange-chairs caquetants se jetaient sur les éophores tandis que les grands canons sous de fer ruaient et crachaient du feu pour marteler le barrage du Voril. Dans le même temps, les eaux frappaient l'arrière de la structure, mais les méthodes de construction employées par Neswaith et son maître étaient formidables. Le barrage du Voril résistait, ce qui permettait aux ghouls de conserver l'avantage sur le champ de bataille. Bien que Thoriane refusait de l'admettre. La présence des Kéinites était la seule chose qui empêchait la nuée de submerger ses soldats. Des Érini se glissaient dans les canaux créés par les formations castellaines des éophores, bondissant en avant pour éviscérer des poches de ghouls avant de battre en retraite derrière la salve puissante des fusillés. Que ce soit grâce à leurs talents martiaux ou à quelque aptitude surnaturelle, elles semblaient synchroniser parfaitement leurs frappes, comme si elles pouvaient lire les pensées démentes des ennemis. D'immenses chaudrons de sang suivaient les guerrières de Crétousa. Les reines matriarches, à leur sommet, psalmodiaient des prières funèbres en jetant des offrandes dans les bols de sang, les yeux révulsés dans une transe religieuse. Mais la dévotion et la fureur des elfes de Crétousa ne pouvaient tarir le flot de ghouls se déversant des montagnes. Le cœur de Thoriane se tordit de douleur en entendant les cris de ses camarades submergés par les cannibales passant par-dessus les boucliers pour les mettre à terre et les dévorer vivants. Au-dessus du champ de bataille, le terrible démon ailé Glimloch volait et poussait sa horde au massacre. Une deuxième silhouette fendit les cieux, les ailes déployées tandis qu'elle pointait son bâton vers la sentinelle. Des éclairs d'ombre frappèrent le flanc du vampire qui hurla de rage et se rua vers son assaillante. Crétusa esquiva, et les deux combattants entamèrent un mortel balai aérien, l'oracle sorcière évitant à peine les serres acérées de Glimloch. Thoriane eut le souffle coupé par le spectacle. Elle fut horrifiée de voir le vampire attaquer Crétusa par les cheveux et l'attirer vers sa gueule grande ouverte pour lui arracher la gorge. L'oracle sorcière battit férocement des ailes et perdit quelques plumes. Ces dernières se changèrent en corbeaux rageurs qui se jetèrent sur la sentinelle Glimloch et plongèrent leur bec dans ses yeux globuleux, ses entrailles et sa gorge. Hurlant d'agonie, le vampire relâcha sa prise sur Crétusa et chuta vers le sol. Evander Neswaith vit son seigneur Glimloch se faire désarçonner de son sublime étalon ailé et cria d'horreur lorsque le brave chevalier tomba, abattu par les oiseaux démoniaques de la sorcière. Glimloch heurta le sol si fort que ses os se brisèrent, et tandis qu'il gisait là, les fantassins païens avançaient avec épée et mousquet, plongeant leurs lames et leurs baïonnettes dans le corps impuissant du héros face contre terre. « Maître !» cria Neswaith, en attrapant la rambarde du barrage, l'incroyable œuvre d'ingénierie sur laquelle il avait si longuement et si durement travaillé. La réalité le frappa avec la force d'une lance d'arçon. Sa vision se brouilla, comme si son esprit se faisait déchirer. Des images et des souvenirs lui furent arrachés pour dévoiler l'ignoble vérité qu'il dissimulait. La scène qui s'offrait à lui trembla et se reforma. Là où s'étaient dressés des braves citoyens du roi de l'été, il n'y avait plus qu'une masse d'êtres courbés, au visage monstrueux et couvert de sang. Il eut un haut le cœur. Quelle était cette puanteur, ce parfum putride qui envahissait ses narines? Il craignait de le savoir.
Lorsqu'il s'appuya de nouveau à la rambarde du barrage, il regarda en bas et les vit, les cadavres dans l'eau. Il les regardait avec des yeux implorants et accusateurs. Par les dieux, quelles horreurs avaient été commises! Il ne pouvait plus le supporter. À l'extrémité du barrage se trouvait un chariot plein de barils de ronge-doigts de Hammerhall. Ces gens l'avaient utilisé pour ouvrir un canal par lequel l'eau jaillissante du fleuve pourrait s'écouler vers le flétrissement. Neswaite tira son cache-bluette de sa poche et alluma une flamme. Tentant de résister au flot de culpabilité et de dégoût qui menaçait de le submerger, le vieil Éophore tituba vers le chariot, implorant le dieu roi de lui donner la force de faire une dernière fois ce qu'il fallait. Il ferma les yeux et jeta le crache-bluette allumé vers les barils. L'explosion souleva tout le sommet du barrage du Voril dans les airs, sur un nuage de feu, emplissant le ciel de fumée et de morceaux brûlants de maçonnerie. La bataille se calma, les ghouls et Éophore, regardant atterrés la structure malmenée qui sembla un instant résister aux forces inexorables qui s'exerçaient sur elle. La pierre se fissura. Des geysers de liquide se frayèrent un chemin à travers les fentes et jaillirent avec une pression intense. Une énorme faille s'ouvrit sur la façade du barrage comme si elle avait été fendue par une hache invisible. La maréchale Torian hurla l'ordre de retraite et chercha un point surélevé. Les guerrières de Cretusa suivirent, mais de nombreuses ghouls, peut-être sous le choc de la mort de leur maître, restèrent là, béates. Le barrage explosa. Une eau blanche et écumante se déversa en une vague grandissante qui s'écrasa dans la vallée et à l'arrière des rangs des mange-chères. Des silhouettes, se débattant éperdument, furent jetées contre les rochers ou englouties par la vague déferlante. De nombreux soldats des Guildes-Franches moururent également dans cette terrible inondation, mais la plupart d'entre eux rampèrent et tirèrent leurs camarades aussi haut que possible, tandis que les cavaliers éperonnaient leurs montures pour se mettre en sûreté. Les ghouls qui survécurent à l'assaut initial faiblirent et s'enfuirent, poursuivis par les Kénites poussés par leur soif de meurtre. La maréchale Torian tomba à genoux, serrant les mains en une prière à Sigmar et à la Reine éternelle pour ce salut. La bataille du barrage du Voril était terminée, et les eaux maudites du fleuve Voril s'étaient dispersées. Vert de Gris survivrait, en tout cas pour l'instant.